Alors, on se retrouve pour cette deuxième partie, toujours dans la phase de l'observation, qui nous prend un peu de temps, mais parce que je pense que c'est nécessaire. Cet après-midi, on va voir un petit peu les antidotes, un peu à la peur. Quand on a compris vraiment et identifié la peur, on va pouvoir regarder les causes qui produisent la peur. On reprend donc où on s'était arrêté avec cette question. Quelle est la différence maintenant entre la peur et le rejet? Alors, ce qu'on fait dans le débat, pour comprendre quelque chose, pour comprendre une émotion, on le compare avec autre chose. C'est comme ça que l'intelligence fonctionne. L'intelligence humaine fonctionne en comparant les choses les unes avec les autres. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le débat. Dans le débat tibétain, on prend un phénomène, on en prend un autre et on regarde comment il se compare. Et puis après, on en prend un autre. Là, c'est ce qu'on a fait depuis le départ. Est-ce que la peur et la discursivité, comment elles se comparent? La peur et le corrélat physique. La peur et la menace, la peur, est-ce que c'est plaisant, déplaisant? On compare les choses pour vraiment finalement avoir une image beaucoup plus précise de la peur. Et une fois qu'on a identifié cette chose-là, on regarde les causes profondes et on va essayer de savoir si, quand on joue sur les causes, on peut mettre fin à la peur aussi. On peut agir sur la peur et sur l'angoisse. Mais d'abord, poursuivons la différence entre la peur et le rejet. Est-ce que la peur, c'est nécessairement une forme de rejet? Sur le moment, hein, quand on a peur, est-ce qu'il y a vraiment une forme de rejet, d'aversion? Ben, moi, je dirais oui. Tu dirais oui, toi? Oui, autant je dirais que tout rejet n'est pas de la peur. Ça, mais oui, dans la peur, il me semble qu'il y a toujours le rejet ne serait-ce que de la situation qu'on est en train de vivre. Elle nous fait peur, donc on la rejette. Enfin, il me semble que c'est lié. Mais... Alors, dans cette idée où la peur est nécessairement déplaisante, Ah oui, effectivement. et si elle est... J'avais oublié ce léger détail. Ah, si la peur peut être bien, si la peur peut avoir une forme de fonction, euh, Philippe parlait pendant la pause de cette peur qu'on a en montagne, qui nous sert aussi à être vigilant, Oui. à garder conscience. Moi, j'ai vécu des épisodes en montagne qui étaient proches de mettre ma vie en danger quand même. Et la peur à ce moment-là, l'appréhension, elle peut avoir une fonction d'être bénéfique. Est-ce que c'est vraiment lié au rejet à ce moment-là ou pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez. La peur pour prévenir un danger, je pense que là, c'est positif. D'accord. Et est-ce que tu penses, Isabelle, que la peur, c'est un rejet à ce moment-là? Non. Non, parce qu'on sait que de toute façon, le danger existe, on n'est pas en train de le rejeter. Le rejet dans le sens de ce qu'on a vu hier dans ceux qui étaient présents sur l'acceptation et le rejet. Le rejet, c'est-à-dire on refuse l'existence de quelque chose. Donc là, on sait que le danger existe, on ne refuse pas son existence, on sait qu'il existe. Donc il n'y a pas vraiment une forme de rejet sur le moment. Dans toutes les peurs, c'est-à-dire que rejet, on ne peut pas dire la peur, c'est un rejet du danger. Parce que le rejet, non, il n'est pas toujours présent dans l'expérience de peur. Mais c'est le rejet de la paix. C'est le rejet de la paix quand même. Parce que plutôt que d'être en paix, on se met dans un état niveau intérieur. Alors, c'est plutôt l'absence de paix. C'est une absence de paix qu'un rejet de la paix. Ouais. Non? Alors, on continue. Est-ce que maintenant, la peur et l'angoisse, comment elles se comparent ces deux choses? Alors, tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a fait penser que ça pourrait nous aiguiller pour cette différence. Tu as dit la menace n'est pas forcément existante du côté de l'objet, mais elle est présente du côté de l'esprit, quand tu as posé la question de l'existence de la menace. Et ben, dans l'angoisse, je dirais, elle est à coup sûr présente du côté de l'esprit et pas forcément du côté de l'objet. Enfin, tu vois, il y a jamais dans l'angoisse, il y a une exagération, il y a quelque chose qui n'est pas lié à l'existence objective de quelque chose. Et dans la peur aussi, hein, parce que... Ça peut arriver dans la peur, mais...
Moi, je dirais aussi que c'est une question d'espace-temps, comme s'il y avait un degré, on commencerait par la peur, et puis après l'angoisse, puis après la panique, puis après l'anxiété, enfin, tu vois, comme une sorte d'échelle. Où Et la peur, est-ce l'esprit qu'elle travaille peut de plus être en très plus. forte aussi? Ouais. La nature de l'angoisse, est-ce qu'elle ne tient pas dans le fait qu'on est moins conscient, elle est plus, elle a une temporalité différente. La peur, elle peut être subite. L'angoisse, c'est plus quelque chose qui demeure, Qui dure. Ouais. dure, et qui, Ouais. sur le moment, ne nous donne pas toujours l'impression qu'on connaît exactement la chose pour laquelle on a de la peur aussi. Il y a quelque chose qui est plus sombre, en ce sens moins clair, dans le sens, je sais exactement pourquoi j'ai peur. Oui. Ou peut-être que l'angoisse, elle est une forme de peur qui est en lien avec notre propre comportement ou nos propres émotions futures. Est-ce que l'angoisse... Non, parce qu'on peut avoir l'angoisse de quelque chose à l'avenir, une angoisse existentielle, une angoisse liée à des événements extérieurs. Parce que je pensais l'angoisse de la peur, par exemple. La peur d'avoir mal, c'est en lien avec quelque chose de personnel qui nous arrive à nous. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur peut-être qui va... Non, ce n'est pas vraiment Non, correct. c'est pas si. Est-ce que je peux dire quelque chose, François? Oui. En fait, dans un livre fait par un maître spirituel, j'avais lu que quand il était enfant, il avait des attaques de panique et que ça lui était passé. Ouais. Et personnellement, j'ai eu des attaques de panique aussi. C'est l'expérience la plus atroce que j'ai jamais vécue, vraiment. Et c'était pire que d'apprendre la mort de mes parents. Tellement c'était intense et absolument atroce. Ça a duré 2 mois et demi et j'ai perdu 6 kilos. Je n'arrivais plus à manger. Oui, je sais, c'est le livre de Kangyu, Mingyur Rinpoche. Mingyur Rinpoche. Ouais, Oh. il explique. Et il y a une de ces conférences où il parle de ça. Lui, il avait des angoisses profondes. Donc, comment on peut définir la différence entre l'angoisse et une peur? Il y a un truc sur l'angoisse, en tout cas, que je peux dire, non pas de façon personnelle, mais à cause des témoignages que je peux recueillir, Oui. c'est que c'est très extensif, l'angoisse. C'est-à-dire que tu vas avoir, on va dire, une première crise d'angoisse, je vais inventer, hein, dans un train, un jeudi matin, en allant au travail, et tu vas te mettre à avoir peur d'avoir à nouveau une crise d'angoisse à chaque fois que tu prends le train, à chaque fois que c'est jeudi matin, et à chaque fois que tu penses à ton travail. Et puis ensuite, ça va continuer à se multiplier comme ça. Tu vois? Ça, c'est une caractéristique quand même de l'angoisse qui peut être, je ne sais pas, hein. Okay. C'est intéressant ce que tu dis de l'angoisse, c'est que peut-être elle a, par rapport à la peur, par exemple, moi j'ai peur en montagne, mais une fois que j'ai peur et que l'orage est passé, c'est fini. C'est fini. Voilà. L'angoisse, elle est plus tentaculaire peut-être en ce sens qu'elle va se déployer tentaculaire, c'est insidieusement exactement ça. Et puis rajouter de nouveaux objets. Oui. Et elle est très destructrice. Oui, mais parce qu'on ne sait pas d'où elle vient. Oui, parce qu'on ne sait pas d'où elle vient, qu'est-ce qui la provoque, c'est ça qui fait. Parce que là, toi, tu l'as même verbalisé tout à l'heure. Je sais que je vais connaître la peur parce que je vais aller encore en montagne, enfin, tu vois. Alors que l'angoisse, tu ne sais pas d'où ça vient, ça te prend et du coup, tu as peur que ça te prenne à un autre moment parce que tu ne le gères pas en plus. C'est ça, il y a la non-gestion du truc qui fait que tu peux partir en panique et après. Tenter ta vie, quoi. Malika, je vais juste laisser la parole à Jacqueline qui a commencé à Pardon. C'est très déstructurant, l'angoisse, et c'est très envahissant, et c'est très destructeur, en fait. Alors que la peur, ça peut vraiment avoir des aspects positifs, comme on regardait tout à l'heure, mais l'angoisse en soi, ça ne peut pas produire d'effets positifs sur la personne. Alors, il me semble qu'on touche quelque chose là au niveau de l'appréhension de ce qu'est l'angoisse, c'est qu'elle est plus insidieuse et elle est plus virale. Elle est plus virale, elle a un potentiel, une charge virale plus forte. Hein, R égale 500 avec l'angoisse. La peur, ça peut être quelque chose qui, voilà, elle a moins elle est moins contagieuse, elle se répand moins. Peut-être, hein.
Elle est moins illimitée. Et l'angoisse crée la peur Mais il me semble quand même que l'angoisse, c'est une forme de peur. Oui, puis elle crée la peur aussi, parce que quand ça s'arrête, on a peur que ça revienne. Donc en fait, c'est un cercle de... Oui. Je crois que l'angoisse, c'est, en termes de débat, 3 possibilités avec la peur. C'est-à-dire que l'angoisse, c'est nécessairement de la peur, mais il y a de la peur qui n'est pas de l'angoisse. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire que l'angoisse, ce n'est pas une forme de peur. Bien sûr, c'est de la peur. C'est de la peur profonde, mais qui a une différence avec certaines formes de peur qui sont simplement une peur qui est fugace. Là, elle peut être... elle a une temporalité aussi. Elle a un petit peu la différence entre le bonheur et la joie, par exemple. La joie, on a l'impression que c'est quelque chose qui arrive tout de suite. Le bonheur, c'est une expérience qui a une durée un peu plus lente, longue, étendue. C'est quelque chose qu'on ressent pas simplement quelques instants. C'est quelque chose qui dure un peu plus. En tout cas, c'est la manière dont c'est expliqué en Occident. Le bouddhisme dira peut-être quelque chose de différent là-dessus, mais j'ai l'impression que l'angoisse, elle a quelque chose de plus profond. Mais il me semble quand même que l'angoisse est une forme de peur. Donc ça, on peut être un peu plus clair là-dessus en définissant de cette manière. On avance un peu maintenant. Je vais juste avancer un petit peu. Oui, d'accord. Oui. C'était par rapport à ce que disait Malika. Personnellement, toutes les attaques de panique que j'ai eues, je savais très bien l'origine, hein, c'était très personnel. Et par rapport à ce que disait Catherine, en fait, par rapport d'avoir peur, d'être angoissée, etc., que c'était une forme de conditionnement négatif, hein, que je comprends très bien, mais c'est une forme de conditionnement. Alors, c'est intéressant que tu dises que tu savais au moment où tu étais angoissée vraiment l'objet. Hein. Ça veut dire que les angoisses ne sont pas toujours avec un objet incertain où on ne sait pas vraiment. Non, il y a aussi des angoisses où on sait vraiment. Ah oui, tout à fait. D'accord. Oui, enfin, on peut connaître le déclencheur. Il ne faut pas non plus confondre. Oui. Et après, ça va au-delà du déclencheur. Oui, d'accord. Hein? Oui, le déclencheur. OK. Donc maintenant, on va terminer sur l'établissement un peu d'une définition. Mais avant ça, le dernier point, c'est est-ce qu'elle a une fonction bénéfique ou pas, la colère? La peur. La peur, pardon. La peur, est-ce qu'elle a une fonction bénéfique? Ah oui, si elle t'évite le danger. Oui. Enfin, je veux dire, oui. Alors, exactement. Là tu résumes parfaitement ce qu'on peut en dire. La peur, si elle fonctionne à nous écarter du danger, elle a une fonction positive. Si la peur, elle fonctionne comme un dérèglement et qu'elle perpétue en nous un danger, en l'occurrence le mal-être, on peut dire que cette peur, elle est négative. La peur, elle peut être positive, elle peut servir une fonction. Est-ce que l'angoisse, elle peut servir une fonction? Non. Alors, vous voyez la différence, c'est que l'angoisse, elle est nécessairement destructrice. Ouais. La peur, elle peut nous servir à quelque chose. Et là, c'est vraiment une différence de statut. C'est que l'angoisse, c'est une forme de peur qui n'est pas bénéfique. Et qui s'installe dans le corps, avec des conséquences sur le corps aussi. Et bien évidemment, elle a des corrélats physiques qui peuvent être très importants. Après, elle n'est pas bénéfique au niveau, en effet, corporel et au niveau de la santé, mais elle est bénéfique dans le sens où elle vient nous dire quelque chose aussi sur nous. Elle vient nous apprendre quelque chose sur nous. Attention. Elle est bénéfique uniquement si on en tire quelque chose, mais là, c'est plus notre sagesse qui va nous aider à réfléchir que l'angoisse elle-même qui est bénéfique. C'est nous, parce qu'on est mal, on va réfléchir, et c'est plutôt la réflexion qu'on fait en dépendance des plaisirs qu'on a ou de cette expérience insatisfaisante qui va être positive, mais l'angoisse elle-même, elle n'a pas vraiment de fonction particulière. Donc, si on devait, pour terminer, établir un petit peu une définition de cette peur, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qui vaut dans tous les types de peur. C'est balèze, ça. C'est balèze, hein? Et ça doit être quelque chose de suffisamment général
pour valoir dans les cas d'angoisse, de savoir si la source de la menace a été identifiée ou pas, que la source de la menace existe ou pas, qu'elle vaille pour le présent, pour le futur, qu'il faut que ce soit suffisamment vaste. Et c'est normal, et ce n'est pas grave que ce soit assez général et pas très particulier. Hein. La peur, elle est commune à tous le vivant, que ce soit les animaux, grands ou petits, les humains. Ouais. Et elle a toujours des fonctions de protection contre le danger, de garde-fou par différentes choses qu'on peut mettre en place. Alors ça, je suis d'accord, elle est commune à tous les êtres sensibles, la peur. Mais on ne peut pas mettre dans la définition qu'elle nous protège, parce que non, il y a des peurs qui ne nous protègent pas. Donc, la protection ne peut pas figurer dans la définition de la peur, parce que l'angoisse est une forme de peur qui ne protège pas. Bah après, je peux dire quelque chose de bateau, c'est que elle vient que quand l'esprit n'est pas stable, mais c'est un peu la palisse, quoi. Enfin, je sais pas. La peur constructive, la peur où on a vraiment identifié, elle peut venir dans un esprit très concentré aussi. Hein. Ouais. Donc, ça ne dépend pas de la qualité non plus de… Qu'est-ce qu'il y a comme synonyme de peur? Parce que ça, c'est un bon moyen aussi de créer une définition aussi. Hein. C'est de trouver un synonyme à la peur. Crainte. Une crainte. Inquiétude. Une inquiétude. C'est déjà de l'anxiété. Mais crainte et inquiétude ont une connotation un peu négative. Est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose d'un peu plus neutre? Appréhension. L'appréhension. Interprétation. Non. Alors, interprétation, est-ce que la colère est toujours une interprétation? La peur est toujours une interprétation? C'est à poser comme question. Mais l'appréhension me semble un terme qui n'est pas trop mal. La peur, c'est toujours une forme d'appréhension. Et ça vaut dans les cas constructifs ou dans les cas destructifs de la peur. Donc, dire la peur, c'est l'appréhension de quoi? C'est quoi son objet? D'un danger réel ou imaginaire? Ah oui, d'un danger. D'un danger. Alors voilà, on peut dire la peur, c'est l'appréhension d'un danger réel ou imaginaire. Ça peut être une définition, ça. Parce que toutes les appréhensions d'un danger réel ou imaginaire, c'est de la peur. Et toutes les peurs sont des appréhensions d'un danger réel ou imaginaire. Donc là, on est inclusif. C'est assez vaste, c'est assez général, mais ce n'est pas grave. Au moins, avec tout ce qu'on a défriché jusqu'à présent, on a une idée un peu plus claire de ce qu'elle est. C'est l'appréhension d'un danger réel ou imaginaire. OK. On vote pour cette… Ça vous va ou pas? Oui. On like. On like. Oh, merci Malika. J'ai eu un like aujourd'hui. Ah, ok, merci. Donc là, on a l'observation. Maintenant, ça, c'est une partie. Hein. L'observation, maintenant, il faut qu'on la fasse d'observer les moments où nous, on a cette appréhension d'un danger, réel ou imaginaire. Parce que déjà, simplement dans le fait d'avoir mis réel ou imaginaire, il y a presque un tuyau pour travailler sur la peur. Et ouais, sur l'esprit. Qu'est-ce qui est de l'ordre de ma projection et qu'est-ce qui est de l'ordre de vraiment le danger? Et même le danger, est-ce qu'il est aussi dangereux que je l'imagine? Est-ce qu'il est vraiment existant de cette manière-là? Parce que dans l'angoisse, la perception du danger, elle est complètement laissée sauvage. C'est-à-dire que le danger devient
Le tigre est à l'intérieur. Oui, il devient très, très dangereux et parfois 1000 fois plus dangereux que ce qu'il est vraiment. Et comment on fait, et ça va être dans les stratégies qu'on va voir ensemble cet après-midi, comment on fait pour garder une appréhension du danger qui reste dans les mesures de la réalité et qui ne développe plus en nous l'appréhension. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on peut conclure de cette définition, c'est que déjà la peur, il ne faut pas en avoir peur en ce sens qu'elle est nécessairement mauvaise, parce qu'il y a des peurs qui sont bénéfiques. Donc, cette activation de certaines choses en nous, de mécanismes et de corrélats physiques, il ne faut pas simplement le prendre comme un problème, parce que ça nous rend service aussi au niveau de l'évolution, le fait d'avoir eu tout à coup, je sais que quand on a la peur, on a je crois qu'on a une activation de la vascularisation des membres pour faire qu'on puisse fuir plus facilement aussi. Tout ce qui est système digestif, c'est pour ça que les gens angoissés ont des problèmes de digestion souvent. C'est que le système sympathique a été suractivé, je crois, hein, et le système sympathique, ce n'est pas celui qui est responsable de la digestion, par exemple. Donc, à suractiver trop longtemps ce système-là, bon, c'est sûr qu'on a cette capacité à fuir si on en a besoin, mais les dangers aujourd'hui qu'on vit ne sont pas des dangers très souvent qui nécessitent de nous qu'on soit à même de fuir. C'est des dangers qui sont souvent projetés mentalement. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça maintenant? C'est réfléchir à cette peur et se dire déjà que quand j'ai ces manifestations-là qui arrivent, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif, qui n'a pas de fonction, parce que très souvent, ça a une fonction. Si on devait être dans un danger physique immédiat, ces manifestations physiques, cet inconfort, ces palpitations, c'est quelque chose qui nous servirait. Donc, quand on a... Moi, ça m'est arrivé d'avoir des crises d'angoisse. C'est moins des crises d'angoisse que de l'angoisse très, très forte, mais avec quand même un corrélat physique fort. Ce qui peut servir aussi déjà dans ces moments, c'est regarder ces manifestations physiques sans penser que c'est ça la peur. Ce qu'on a vu de la définition de la peur, c'est que ces choses-là ne sont pas la peur. Elles sont un corrélat physique à la peur. Donc, on peut les regarder en disant, mais c'est juste une manifestation, ce n'est pas ça la peur. Donc, pas avoir peur d'avoir ces choses qui sont physiques parce qu'elles ne sont pas la peur. Elles sont les séquelles de la peur, elles sont liées à la peur, mais elles ne sont pas à la peur. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire dans la concentration aussi, ou regarder ces manifestations physiques et se dire, OK, bon, voilà, c'est des effets secondaires de la peur, mais ce n'est pas vraiment la peur, ça. Donc l'hypothèse qu'on va faire, qu'on a élaborée ce matin, c'est de se dire, la peur, elle peut être bénéfique parce qu'elle peut nous séparer du danger, et auquel cas on devrait la conserver, et elle peut être destructrice, et dans ce cas, il vaudrait mieux essayer de trouver les moyens de la dépasser, cette peur. Et ça, c'est une proposition. Si j'étais arrivé directement en vous disant « la peur, elle peut être bénéfique », vous m'auriez dit « non, 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 pas possible ». Mais là, on voit que en étant un petit peu plus vaste dans la définition de la peur, on peut voir que la peur, elle peut servir elle peut avoir une fonction bénéfique. Elle peut nous aider quand on n'est pas complètement parti dans une imagination débordante et qu'elle nous sert vraiment. Et ça, dans le bouddhisme, la peur, il y a un type de peur qu'on doit conserver et même garder à l'esprit, et un autre type de peur qu'on doit éliminer. On doit éliminer l'angoisse, mais on doit avoir très clairement à l'esprit la nature des dangers. Et la nature des dangers, l'impermanence en est un. Le danger, c'est que notre vie, elle est impermanente. Et garder à l'esprit ce danger-là, ça nous sert beaucoup dans la vie. Garder à l'esprit qu'aujourd'hui, ça pourrait être ma dernière journée, par exemple.
ça développe en nous une forme d'appréhension, c'est vrai, mais c'est une appréhension qui me conduit à ce que je vais faire dans la journée, ça va être signifiant. Je ne vais pas faire des choses débiles, je vais dire des choses importantes aux membres de ma famille, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Si cette journée était la dernière, si j'avais cette appréhension forte de dire « Waouh, mais demain, je pourrais ne pas me réveiller, par exemple », je vais quand même avoir une forme d'appréhension à l'intérieur de moi, mais qui est constructive. Donc, de penser que la colère, décidément, la peur, c'est nécessairement quelque chose à rejeter, eh ben, ce n'est pas totalement vrai. Donc, ça nous met déjà en paix avec la peur. La peur n'est pas toujours mauvaise. Nous, on va essayer de traiter un petit peu la peur qui devient sauvage, qui nous conduit à des expériences très insatisfaisantes et qui ne nous sert pas, mais il faut quand même redonner un petit peu ces lettres de noblesse à la peur. Il y a une peur qui nous sert, une forme d'appréhension qui doit être développée parce qu'elle est bénéfique. La peur de la souffrance des autres, la peur du samsara, la peur, l'observation de la première noble vérité, ça doit déclencher en nous une forme d'appréhension. Et c'est normal. Ce n'est pas une appréhension qui est nécessairement désagréable, mais c'est une forme d'appréhension. Ça semble un peu étrange hein, quand on le dit. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'on peut faire et sur lequel on va méditer maintenant. De se dire, voilà, déjà la peur, la question c'est, est-ce que quand on a des angoisses, on n'a pas l'impression que toutes les peurs sont mauvaises? On a une vision très sombre de la peur elle-même. Parce que ça, ce qu'on voit, que la peur puisse être bénéfique, ça pourrait déjà nous calmer un peu de se dire, ben, quand j'ai ces choses déjà, ce n'est pas la peur, c'est corrélat physique, ce n'est pas la peur. Et deuxièmement, ben voilà, la peur, à ce moment où je suis angoissé, ça ne me sert pas, mais elle peut être bénéfique quand même. Oui, c'est très particulier parce que quand on est dans l'angoisse, on est un peu déconnecté de là-haut aussi. Hein. Enfin, non, mais je veux dire, c'est particulier ce moment d'angoisse parce que ouais, on est envahi, quoi. Donc, c'est compliqué de repartir dans le mental et de se repositionner, de partir dans le calme mental parce qu'on a les idées qui partent à 100 à l'heure et on ne sait même pas d'où ça vient. Donc, c'est un peu particulier comme état quand même. Hein. Ah, mais totalement. Et d'ailleurs, dans les manières de gérer la peur, c'est de retrouver un peu ce contrôle mental, parce que tant qu'on n'a pas de contrôle mental, on ne peut pas se faire de réflexion, prendre de la distance, réinterpréter les choses. Oui. Donc, c'est sûr que quand on a un épisode d'angoisse, c'est peut-être le pire moment pour méditer, au moment où on a cette angoisse. Mais la stratégie de ce qu'on va peut-être pouvoir discuter ensemble cet après-midi, c'est comment retomber un peu pour retrouver un peu d'emprise et de contrôle sur notre esprit pour commencer à essayer de faire la lumière. Parce que, évidemment, quand on est dans un épisode d'angoisse, on n'a aucune lumière. On est totalement dans la surimposition, dans l'exagération, mais on ne le réalise pas. On a l'impression d'être dans la vérité. Oui, ces choses-là peuvent m'arriver, elles vont m'arriver, on en est totalement sûr. Il n'y a aucune forme de doute. Et nous, il va falloir qu'on place un petit clou dans le mur et puis qu'on s'insère dans ce mur pour commencer à retrouver un peu de contrôle aussi. Nous, on le fait là, au moment où je vous parle, à un moment où j'espère qu'aucun d'entre vous n'a d'angoisse. À ce moment, on peut un petit peu prendre de recul. Mais il y a des moments, et d'ailleurs, c'est à ces moments où on n'a plus d'angoisse qu'on doit essayer de réfléchir au moment où on en a des angoisses pour pas qu'elles reviennent. Oui, il faut se détecter. On a un petit peu de latitude qu'on peut traiter ces choses-là. Il faut détecter les raison pour laquelle le calme mental, c'est ce qui va nous aider à retomber un peu pour nous permettre de réfléchir et prendre du recul et trouver des stratégies pour lutter contre cette peur destructrice.
Donc, on va revenir sur la méditation maintenant. On va faire un petit peu de cette hypothèse, un peu de calme mental. Et puis après, vous allez essayer de voir s'il y a des peurs qui sont bénéfiques. D'essayer de résoudre pour vous cette hypothèse que la peur peut être bénéfique parce qu'elle m'écarte du danger. Et elle m'a écarté du danger plein de fois. Hein. C'est parce que j'ai eu des peurs parfois que ça m'a écarté du danger. Ça m'a servi. Donc, essayez de... Je le dirai plus tard dans la méditation que je conduirai sur le méditation analytique. On va revenir un petit peu sur le corps parce que c'est important dans la gestion de la peur de calmer l'incendie. Hein, c'est vraiment ce qui est nécessaire quand on a des épisodes anxieux. Et c'est très difficile quand on a des épisodes anxieux parce que les pensées sont tellement impérieuses. C'est tellement important, il faut que je le gère, il faut que je traite ce danger qui est tellement imminent ou tellement dangereux que je ne vais pas commencer à méditer sur un coussin. Ça me semblerait déjà être m'écarter de ce danger, d'être un danger de méditer à cette heure où j'ai ces angoisses. Et pourtant, il faut s'y habituer. Il faut s'y habituer. On va revenir à ce calme du corps, établir le corps dans son état naturel de calme, de staticité. Parce que la fonction du calme mental, ça va être de nous faire décrocher un peu de cette tendance impérieuse de l'esprit à vouloir traiter le danger. Et c'est une habitude à prendre de savoir, c'est une forme de lâcher prise aussi, de se dire, OK, bon, il y a peut-être ce danger, mais je le laisse. C'est vraiment une habitude. C'est la même stratégie que lorsqu'on a une pensée, on va décider de ne pas la suivre. On médite sur le souffle, on a une pensée, ben, c'est aussi une forme de lâcher prise que de se dire, ben, je ne vais pas la suivre, je ne vais pas continuer à me raconter ce film. Et quand on prend cette habitude, on désactive notre propension à suivre toutes nos pensées et donc à suivre également nos pensées qui veulent qu'on gère le danger, mais qui en fait perpétuent en nous l'épisode anxieux. Donc on revient au corps. On s'habitue parce que méditation égale familiarisation, on s'habitue à choisir l'objet de notre attention. Et cet objet, c'est le calme installé dans le corps, son immobilité, la respiration calme.
Ok, on peut continuer par maintenant suivre le souffle et calmer l'activité du souffle. Chaque fois qu'on est distrait, on ne suit pas le film. On s'habitue à ancrer l'esprit sur l'objet qu'on a choisi plutôt que de suivre nos pensées de manière automatique parce que simplement elles surgissent dans notre esprit, elles nous demandent de penser quelque chose ou elles nous demandent de traiter une information. Non, là on choisit que pendant quelques minutes, plutôt que ce soit nos perturbations, notre peur, nos angoisses ou notre désir, notre avidité, notre colère qui vont nous dicter nos pensées, là on va les choisir. Stratégie totalement différente. Et on va observer et calmer le souffle. On peut réajuster quelques instants la position de nos épaules. Méditer avec ce corps détendu. Dans lequel aucune tension ne subsiste, autant que possible. Et on revient au souffle pour quelques instants. Et ce souffle, c'est comme notre enfant, hein, on le considère avec autant de bonté. Cet enfant qui pleure parfois parce qu'on a le souffle qui est un petit peu forcé, qui est entrecoupé, ou bien on a des fortes inspirations, comme souvent dans l'angoisse, on a des inspirations fortes, comme si on avait besoin de prendre de l'air. Ben là, c'est cet enfant qui pleure parce qu'il peut être un petit peu malade, qu'on va prendre dans nos bras et on va le calmer, quoi que ça puisse vouloir dire avec le souffle. Mais ayez cette impression de lui faire autant de bien que si c'était votre enfant.
réajuster à nouveau notre position. On va faire une dernière petite session d'observation du souffle avant de passer à cette méditation analytique. Cet enfant du souffle, le meilleur moyen de le calmer, c'est d'être présent à lui. Si on ne regarde pas le bébé qui pleure et qu'on n'essaie pas de savoir s'il a faim, s'il a soif, s'il a de la fièvre, si on n'est pas en contact avec lui, on peut difficilement savoir quoi lui apporter. Et il en est de même avec le souffle. Il faut être présent à lui moment par moment pour savoir quoi lui apporter. C'est notre attention qui permet qu'on réussisse à calmer le souffle. Alors maintenant, petite méditation analytique pour repenser à ce qu'on a vu ce matin. Pourquoi je vous fais méditer sur cette notion que la peur puisse être bénéfique? C'est pour la dédiaboliser, cette peur déjà. Parce que le rejet de la peur, ou le rejet de l'angoisse, ou le rejet de notre esprit qu'on ne contrôlerait plus, c'est souvent responsable de la peur aussi et de l'angoisse. C'est ce qu'on a vu hier et ce qu'on appelle la deuxième flèche. On vit une situation traumatique. Bon, la situation traumatique, elle est déjà traumatisante, elle est déjà négative. Et elle crée en nous une peur. Et l'appréhension de faire à nouveau ces expériences ou d'avoir à nouveau cette expérience négative quand on a une angoisse, c'est pas plaisant. Ce rejet que ça arrive à nouveau, je pense que c'est pour beaucoup responsable que ça arrive à nouveau. Et je parle par expérience, j'ai eu, je ne sais pas si c'était des troubles neurologiques, mais j'ai fait un cauchemar quand j'étais petit, j'avais une dizaine d'années, et pendant des années qui suivent, de temps en temps, j'ai pendant 20 minutes, ça m'arrive encore, pendant 20 minutes, des sons et des bruits, comme avec une appréhension de ce cauchemar qui revient. Et comme si les bruits, tous s'accéléraient. Et ça dure une vingtaine de minutes. Je l'ai rarement, ça m'arrive peut-être 1 ou 2 fois par an, sans que je sois stressé. C'est parfois des moments où je médite même, où je suis assez détendu, je ne sais pas. Mais sur le moment, j'ai l'impression que ces choses s'accélèrent. Une appréhension des sons, comme si les sons étaient assez plus forts presque. Et dans les premiers temps, j'étais très angoissé par ça parce que je me suis dit, je suis en train de perdre complètement contrôle sur mon esprit. Et je me disais, mais ça se trouve, il y a un moment, il y a quelque chose qui va prendre contrôle de mon esprit, qui va me faire que je vais me jeter par la fenêtre, par exemple. Et cette angoisse de l'angoisse, cette peur que cette peur arrive à nouveau, je pense que c'est ce qui fait que c'était sur le moment encore plus désagréable. Et
j'ai fait vraiment ce qu'a fait Yongye Mingyo Rinpoche, c'est de se dire, OK, je me mets complètement en paix. Et quand ça arrive, je me dis, OK, laisse cette chose être quand elle est là, puisque de toute façon, elle est là. Sois en paix avec elle. Et ce qui est arrivé, c'est que ces choses sont depuis beaucoup moins présentes et plus du tout traumatisantes. C'est plus du tout une expérience désagréable quand ça arrive. Donc, de savoir que cette peur qu'on a parfois dans certaines situations, elle peut être bénéfique, elle peut nous sortir de problèmes, c'est de dédiaboliser et puis nous permettre de commencer à accepter aussi que si on rejette cette peur et cette angoisse, il est très possible que en fait, ça la fasse se magnifier en nous, se revenir encore et encore. Donc, c'est de se dire, voilà, j'ai ces angoisses, j'ai ces... On parlait de TOC aussi, hein, ces angoisses, ces choses qui sont là, ben, j'accepte. C'est l'état de mon esprit aujourd'hui, c'est ce que j'ai à présent, et je l'accepte complètement. Je vais essayer de faire quelque chose pour le traiter, mais en tout cas, j'accueille ces choses quand elles sont présentes parce que mon rejet est très souvent, au moment où j'ai de l'angoisse, le rejet de cette expérience désagréable va créer une tension intérieure, une tension mentale qui va magnifier, qui va la galvaniser, qui va la rendre plus forte. Parce qu'une tension mentale et la tension de mon rejet au moment où j'ai cette angoisse, c'est à l'inverse de la paix de l'esprit. Parce qu'on ne peut pas être dans le rejet de quelque chose qui arrive et être en paix avec lui. Et on ne peut pas être conscient profondément et concentré de quelque chose si on n'est pas en paix. Ça, ce n'est pas possible. Donc, le fait de me calmer, d'être en paix avec cette chose et d'accepter son existence, ça va laisser une place au calme mental. Et si ça laisse une place au calme mental, ça laisse moins de place à l'anxiété. Et ça permet qu'en continuant, je calme l'esprit et que je puisse à nouveau retrouver la possibilité de réfléchir, de réinterpréter l'information. Mais en tout cas, quand ces choses arrivent, et c'est pas évident, mais de se dire, OK, voilà, ces choses existent. Si je résiste avec force, elles vont être plus violentes. Donc ça ne me sert pas. Plutôt, vaut-il mieux que je dise, OK, vous êtes là, vous n'allez pas rester très longtemps, je vais essayer de vous traiter, mais en tout cas, je ne développe pas d'aversion pour vous. C'est pour ça que je parlais de la différence entre la peur et le rejet. Parce que le rejet est souvent responsable de la peur aussi. Peut-être avant, mais on ne veut pas ces expériences insatisfaisantes, on ne veut pas être angoissé. Quand j'ai une expérience d'angoisse, je n'ai pas envie d'avoir de cette angoisse. Et pourtant, la stratégie serait peut-être de dire, OK, quand c'est là, de toute façon, c'est là, il n'y a rien à faire. Et je ne peux pas me détendre si je rejette. Et si je ne me détends pas, je ne vais pas pouvoir la traiter, cette chose-là. OK, donc on va essayer de méditer un peu maintenant pour essayer de faire sens de cette hypothèse. Hein. C'est une hypothèse de travail. De voir à quel point, bon, déjà, parfois, la colère, elle n'est pas toujours négative, elle n'est pas cette masse sombre, cette expérience qui me tombe dessus. Non, peut-être que ce qu'a dit Malika, elle peut aussi être bénéfique dans le sens où elle me permet de comprendre quelque chose, un dérèglement de la manière dont je perçois les problèmes aussi. La prendre comme un signal, cette peur. Faire la paix avec elle. Ok, je vous laisse quelques minutes pour méditer là-dessus et se dire que peut-être, oui, la peur, elle peut avoir une fonction bénéfique dans certaines situations.
la peur peut avoir une fonction de me faire prendre conscience du danger pour me faire l'éviter. Donc, elle peut me servir, cette peur. Elle peut être déréglée, c'est sûr, et me faire prendre conscience d'un danger qui n'existe pas, mais elle peut être aussi bénéfique. Et que de toute façon, quand la peur est présente, si je ne l'accepte pas, eh ben, je vais tendre l'esprit et il n'y a rien qui soit un meilleur carburant à l'angoisse que cette tension intérieure. Donc, ne pas accepter l'angoisse quand elle arrive, ou la peur, c'est la nourrir en réalité. Ça, c'est l'hypothèse. Et notre méditation, c'est l'expérience. On essaie de voir si c'est vrai ou pas, s'il y a quelque chose de fondé dans cette assertion. On peut se souvenir d'épisodes où on a eu peur et cette forme de rejet, de se souvenir à quel point ça nous a... Est-ce que ce n'était pas ça aussi le facteur aggravant?
Alors, quelques mots, parce que là, on est en train de voir un petit peu des éléments importants dans ce qui pourrait être indiqué dans la gestion de la peur, celle qui ne nous rend pas service. Si on voit l'importance de savoir se calmer au moment où on a cette peur. Mais c'est quelque chose de difficile de se calmer quand, au moment où on a cette peur, on n'accepte pas cette peur. Mais au moment, si on ne s'est pas habitué, entre les moments où on avait des angoisses ou des peurs, à s'habituer et à accepter la peur, c'est certainement pas au moment où on a cette peur qu'on va pouvoir l'accepter. Donc là, deux éléments importants. Il est évident qu'il faille se détendre au moment où on a des épisodes d'angoisse, mais on peut le faire pas simplement en se disant « calme-toi ». Il faut le faire parce que c'est le résultat d'une compréhension profonde qu'on a fait entre les moments où on avait ces épisodes de peur. C'est-à-dire que la réflexion qu'on fait là, c'est vraiment ce qui va faire ce qu'on appelle la mémoire prospective, qui va envoyer dans le futur l'impulsion pour qu'au moment où on a cet épisode, on puisse se dire « Ok, ce n'est pas juste de me détendre, c'est je me détends parce que je sais que ne pas accepter ce qui est en train de se passer, ça va empirer les choses. Mais il faut avoir cette compréhension bien profonde et activée pour qu'au moment où on soit dans cette angoisse, on puisse vraiment se détendre. Personne n'a envie, quand il est dans un épisode d'angoisse, de se détendre s'il ne sait pas à quoi ça sert la détente. Et s'il ne sait pas que le rejet qu'il a, déjà il est présent dans son esprit et qui fonctionne à empirer les choses. C'est-à-dire qu'il faut cette double outil à la fois du calme, mais le calme qui vient en résultat d'une compréhension profonde. Et cette compréhension profonde, c'est se mettre un peu en paix aussi avec l'angoisse et la peur, déjà par savoir que cette peur, elle peut avoir une fonction, elle me dit quelque chose, elle me raconte quelque chose d'un dérèglement mental, intérieur. Elle a une fonction et que si je résiste à cette fonction, si je n'accueille pas cette colère au moment où elle arrive, ça va être pire. Or, c'est vraiment l'inverse de ce qui nous apparaît au moment où on est angoissé. On a l'impression qu'il faut traiter la chose. Il faut traiter la chose pour l'éviter ou pour pas que ça revienne. Or, ça, c'est l'absence de... C'est l'absence, c'est l'inverse. Ce n'est pas juste traiter l'information qu'on fait à ce moment-là. En fait, on essaie de rejeter à tout prix cette chose-là. Mais c'est surtout qu'on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir survivre. Ouais. Ben oui, c'est très impérieux dans notre esprit. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vie ou de la mort. Ben oui. Mais si on n'a pas développé cette compréhension profonde d'accepter cette chose-là, même avec ces images horribles qui nous viennent dans l'esprit. Si on ne s'y est pas habitué entre les moments où on a des angoisses, ce n'est pas au moment où on a de l'angoisse qu'on va pouvoir le faire. Et souvent, les gens leur disent « Oui, mais quand tu as ces angoisses, détends-toi », mais on n'indique pas à ces personnes qu'entre les sessions, il va falloir traiter aussi le fait que ça va revenir et qu'il faut accepter ces images. Quand on est dans la méditation, c'est exactement ce qu'on fait. On prend conscience du contenu de nos images mentales et parfois, elles peuvent être très, très, très violentes, ces images. Mais on développe l'équanimité en se disant « Ok », de prendre un peu la distance plutôt que de vouloir soit les refuser, ces images, ou soit croire qu'elles racontent quelque chose de vrai. Et dans les angoisses, ces images peuvent être très violentes, mais il faut le prendre comme
ce qu'on a dit, c'est un corrélat, c'est un sous-produit de la peur. C'est quelque chose qui apparaît, c'est une image qui vient, qui va se défaire de toute façon et le prendre de la même manière qu'une manifestation physique. OK? On va faire une pause, on se retrouve à 14h15. 14h. 14h10 même, si ça vous va. Oui, même 14h si tu veux. Enfin, moi, je ne sais pas, ça me dérange. Alors, nous, on a 14h, c'est trop tard, trop tôt? C'est trop tôt. Trop tôt. 14h10. On se retrouve à 14h10. On a 10 minutes. Et puis, comme ça, on pourra, je pense, terminer à 16h30. On fait 2 sessions d'1 heure. Et puis, et on va voir cet après-midi. Je vous le prépare un petit peu. 4 stratégies que j'ai trouvées dans une étude dans les neurosciences sur le traitement de la peur. Et puis, voir à quel point c'est assez semblable aux stratégies qu'on retrouve dans le bouddhisme. Et voir leurs priorités, comment on peut faire, les conseils pratiques et pour cette gestion de la peur, celle qui est problématique. OK? Donc, on conclut un petit peu cette première session. Donc, on a vu l'observation, l'hypothèse, que peut-être se mettre en paix avec elle et d'accepter, c'est bénéfique. À travers cette expérience de la méditation, on peut commencer déjà à établir une conclusion. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on fait dans un protocole expérimental. On a ces 4 parties. Et donc là, on peut conclure en disant, oui, il y a peut-être une indication, il y a peut-être quelque chose à fouiller là-dedans. Peut-être qu'on peut avoir un peu plus de clarté sur la validité de cette hypothèse. Oui, Catherine? Je voulais déjà te dire que j'ai trouvé cette matinée tout à fait passionnante, donc je te remercie pour ça. Et puis, est-ce que tu pourrais donner le nom de l'ouvrage de ce lama qui parle de l'angoisse, s'il te plaît? Alors, il en parle brièvement, hein, je sais. Ah, d'accord. Il en parle, c'est une conférence, je ne sais pas s'il en parle dans son livre. Dis-moi son nom, je recherche. Si vous permettez, il parle dans tous ses livres à peu près, c'est Yonggi Mingyur Rinpoche. Quel que soit le livre que tu achètes, il en parle pratiquement dans tous ses livres de ce problème qu'il a dû surmonter. D'accord. Est-ce que tu peux soit me l'écrire, soit me l'écrire, s'il te plaît? Je te l'envoie. Ah, super, merci. Rinpoche. Ah oui, ok, merci.